Premier concept, c'est les value objects. Ensuite, on a les entités, les aggregate routes, les services, la commande query, repository et un cœur. En vrai, ça va bien se passer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là ce soir. Je suis ici pour vous parler de quand le code devient poésie. Je ne sais pas combien d'entre vous sont déjà arrivés devant un code source en vous demandant mais pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué et qui a codé ça? Je voudrais commencer par vous parler d'un moment qui m'a marqué. C'était sur un développement d'un simple plugin WordPress. Je devais récupérer des événements et les afficher. C'était il y a 2 ans et quand j'ai remis le code à l'intégratrice, c'est une intégratrice qui avait plus de 15 ans d'expérience, elle a récupéré le code et elle m'a regardé et elle m'a dit « Mais Chloé, ton code, c'est de la poésie ». Bon, c'est une remarque qui m'a beaucoup touchée, mais je suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là parce que c'est une réflexion qui m'a fait prendre conscience de quelque chose. Mon code, il avait une force que j'avais sous-estimée. Et c'était pas lié à un code révolutionnaire ou à un algorithme particulièrement complexe. C'était simplement parce que mon code, il était testable, maintenable, c'était facile de le faire évoluer, il y avait un socle technique solide, évolutif, et surtout il avait une capacité à refléter fidèlement le métier. Ce résultat, il n'était pas lié à une maîtrise surhumaine du développement, mais à l'application simple de patterns de conception. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Comment est-ce que grâce à des concepts et des patterns simples, on peut créer du code qui est facile à maintenir ? Voilà, parce que je suis convaincue que c'est des méthodes qui peuvent nous permettre de transformer la manière dont nous codons et la manière dont notre code est perçu par nos pairs. Et je suis surtout convaincue qu'écrire un code maintenable et évolutif, c'est offrir aux autres et à soi-même un socle technique sur lequel construire des nouvelles fonctionnalités et s'adapter aux besoins qui changent, que ce soit des besoins changeants d'un point de vue technique ou des besoins changeants d'un point de vue business. Mon talk s'appelle « Quand le code devient poésie », mais en vrai, je ne sais pas écrire de poésie. Je voudrais rendre ça un peu plus interactif. Vous avez déjà répondu à ces questions, mais qui parmi vous est développeur ou développeuse? Ok, super. Si vous avez déjà un petit peu d'expérience, ce talk va vous permettre de renforcer ou de confirmer vos connaissances en architecture hexagonale et en design, domaine driven design. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont issues de reconversion ou qui sont actuellement en reconversion? Mais sachez que ce talk a été construit principalement avec des femmes issues de reconversion parce qu'on a remarqué que c'est des formations qui sont très intenses et donc on n'a pas le temps d'aller aborder des sujets poussés comme l'architecture logicielle. Donc je vous propose pendant ces 40 minutes d'apprendre à créer un code qui est facile à maintenir, testable et facile à faire évoluer. Parce que je suis convaincue que ça peut vous permettre de faire une différence dans vos carrières. Est-ce qu'il y a des managers, des chefs de projet ou des responsables RH? Okay, super. Je ne sais pas si vous avez cette problématique-là, mais moi j'ai beaucoup de mal à communiquer avec les RH parce que je suis souvent trop technique. Et souvent on a du mal à vous comprendre aussi, vous avez du mal à nous comprendre. Et bien avec ces techniques, enfin ces méthodes et ces patterns qu'on va voir aujourd'hui, l'idée c'est d'apprendre à parler la même langue avec des outils simples. Concrètement, quand le code devient poésie, c'est 3 chapitres. Pour apprendre à utiliser des design patterns, on n'a pas besoin de connaître tous les design patterns qui existent. 1 ou 2 peuvent suffire. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer par le domaine driven design et l'architecture hexagonale. Parce que je suis convaincue que c'est une clé pour structurer un code clair et cohérent. Là, normalement, vous allez comprendre comment est-ce qu'on arrive à communiquer bien avec un développeur et comment est-ce qu'on arrive à concevoir un logiciel qui reflète vraiment le métier. Normalement, vous allez me dire, bah, c'est cool, mais comment on fait dans le code? Bon, bah, le pattern suivant sera l'architecture hexagonale qui va nous permettre de passer de la technique à l'art. Et là, normalement, vous allez me dire, bah, c'est cool, mais on n'a toujours pas vu de code. Bon, bah, dernier chapitre, la pratique. Et enfin, à la fin de cette conférence, je vous propose de scanner un petit QR code pour récupérer un petit cadeau, mais je reviendrai dessus à la fin. Petit disclaimer, cette conférence, c'est vraiment une introduction au DDD à l'architecture hexagonale. Donc voilà, si vous connaissez déjà ces concepts, vous risquez de vous ennuyer.
Dans le dernier chapitre, il y aura beaucoup de code. Je vous invite vraiment à vous concentrer sur les parties qui sont en couleur, parce qu'on n'aura pas le temps de voir tout le code. Donc vraiment, concentrez-vous sur les parties en couleur et mises en évidence. Depuis tout à l'heure, je vous parle de design pattern. Concrètement, c'est quoi un design pattern ? Un design pattern, c'est une solution standard et éprouvée pour résoudre des problèmes récurrents de conception. C'est un peu compliqué, mais en gros, c'est un peu ce qu'on va utiliser quand on fait une robe. Quand on fait une robe, on va se baser sur un pattern. Donc on va prendre quelque chose qui marche déjà, un patron de conception. Et à partir de ce patron de conception, on va choisir des couleurs, un style, une texture et des textiles. Ça va nous permettre de créer une robe. Le problème qu'on avait à résoudre, c'était créer une robe. Et les design patterns, c'est la même chose. On va chercher à résoudre des problèmes techniques. Il y a des problèmes techniques qui sont très récurrents. Et donc on a mis en place des patrons de conception qui nous permettent de résoudre toujours les mêmes problèmes. Pendant ces 40 minutes, on va se baser sur un exemple concret et on va partir du principe qu'on est en train de créer le système, de concevoir le système pour une boutique en ligne qui vend des chaussures. Nos chaussures, elles s'appellent des high shoes et notre slogan, c'est pas beau mais c'est drôlement pratique. Avant d'aller plus loin, je vous propose de revenir sur le stéréotype du développeur. On est enfermé dans nos chambres, on a une pile de canettes de Red Bull vide qu'on a évidemment bu dans la soirée, et puis du café qu'on s'est mis en intraveineuse. On est d'accord, quand on code comme ça, on a peu de chances d'avoir un système qui reflète le métier parce qu'on s'isole du métier. Et le vrai problème, c'est que quand on crée du code, quand on crée une application ou un système, il y a une vraie différence entre ce que le client a expliqué, ce que le développeur a codé, comment le consultant métier l'a décrit à l'équipe, et enfin ce que le client avait réellement besoin. Alors comment est-ce qu'on fait pour vraiment créer ce que le client avait besoin ? Et bien c'est là qu'intervient le DDD, Domain Driven Design, qui est un concept qui a été introduit par Eric Evans en 2003 dans son livre Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of Software. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc le premier chapitre, Domain Driven Design, une clé pour structurer un code clair et cohérent avec le métier. Je vais beaucoup parler de domaine et de logique métier. J'aimerais bien qu'on soit sûr de tous parler de la même chose. Alors c'est quoi notre domaine et la logique métier ? Le domaine métier, c'est les éléments de la réalité qu'on va chercher à conceptualiser auprès de la machine. Donc dans notre exemple de boutique de vente de chaussures en ligne, on peut avoir le concept de chaussures, de commande ou de client. Et la logique métier, c'est comment ces éléments vont interagir ensemble. Quelles sont les règles qui décrivent leur fonctionnement, comment ils fonctionnent ensemble et comment est-ce qu'ils fonctionnent individuellement. C'est ce qu'on appelle les règles métiers, la logique métier. Comment ça fonctionne ? Le domaine métier, c'est les choses du monde réel, produit, client, commande. Et la logique métier, c'est comment ces choses elles vont fonctionner ensemble et comment elles fonctionnent individuellement. S'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que le métier doit toujours être au cœur de l'application. L'idée, c'est de construire de la technique autour du métier, pour le business, et pas de contraindre le business dans le métier. Enfin, le business dans la technique. Le DDD nous parle d'un premier concept qu'on appelle le strategy design. Le strategic design, l'idée, c'est de mettre en collaboration les experts techniques et les experts métiers. Pour que les experts techniques puissent parler la même langue que les experts métiers, et d'abord comprendre l'entreprise et comprendre comment le business fonctionne avant de passer au code. Concrètement, comment ça se passe ? On va essayer d'identifier le cœur de notre domaine, le domaine sur lequel on travaille, le domaine qu'on essaie de résoudre. Dans notre cas, le cœur du domaine, c'est la vente de high shoes, la vente de chaussures en ligne. Ça, c'est notre domaine principal. Ensuite, on va chercher à identifier les sous-domaines. Donc on peut imaginer un sous-domaine, donc une équipe qui va être chargée des commandes, une équipe qui va charger de la facturation et une équipe qui charge de la livraison. Bon, pour simplifier l'exemple, je vous ai mis on va découper les équipes un peu par équipe technique, mais on aura plutôt tendance à découper par fonctionnalité. En tout cas, on va partir du principe qu'on découpe le code par métier. Donc on a 3 équipes, l'équipe de commande, l'équipe de facturation et l'équipe de livraison. À la fin de cette étape, normalement, on a un système qui représente le domaine réel qu'on veut résoudre, le domaine métier qu'on veut résoudre. Dans chacun de ces domaines, on va chercher à identifier quelles sont les parties clés, les parties les plus importantes de notre domaine.
Si on prend notre exemple, on a 3 équipes, commande, livraison, facturation. On va se concentrer sur facturation. Et dans le domaine de la facturation, on pourrait imaginer des concepts comme la facture, qui est un élément de la réalité qu'on va conceptualiser d'un point de vue machine, le paiement, les informations de paiement, le statut du paiement. Quand vous allez faire cet exercice, vous allez peut-être remarquer qu'il y a des éléments qui vont être communs aux différentes équipes. Par exemple, le client. Le client, on va le retrouver au moment de la facturation, mais aussi au moment des commandes et aussi au moment de la livraison. Alors comment on fait? En plus, c'est vachement compliqué parce que si ça se trouve, l'équipe de facturation, elle appelle son client l'acheteur, et puis l'équipe de livraison, elle appelle son client le destinataire. C'est là qu'intervient l'Ubiquitous Language, qui est le langage omniprésent. Le langage omniprésent, l'idée, c'est pas de mettre toute l'entreprise d'accord sur un langage commun, mais de mettre chaque équipe d'accord sur une langue qu'on va utiliser pour désigner la même chose. Donc l'idée, c'est que toute l'équipe de facturation appelle son client acheteur, et que toute l'équipe de commande appelle son client client. Et pareil pour la livraison, que toute l'équipe de livraison appelle le client le destinataire. En parlant tous la même langue, on va pouvoir parler des mêmes choses et donc faciliter la communication. Ces éléments-là de la réalité qu'on va décider d'appeler d'une certaine manière, on va aussi les retrouver tels quels dans le code. Donc concrètement, un manager qui récupère votre code, il devrait être plus ou moins capable de lire tout ce que le code fait, puisqu'il parle la même langue que vous et vous êtes mis d'accord sur une façon d'appeler les choses. Comment on fait, puisqu'on appelle le client avec 3 mots différents dans chaque domaine? C'est là qu'intervient les bounded contexts. En fait, on va créer des contextes qui sont fermés et qui vont créer des frontières autour des différentes équipes. Ça va permettre de préserver la donnée, puisque chaque équipe et chaque domaine va être responsable des règles métiers. Il doit être garant que les règles métiers s'appliquent au sein du domaine, et puis chaque domaine est indépendant des autres domaines autour. Donc le domaine de facturation est indépendant de la livraison et indépendant de la commande. Ça veut dire que si demain, mon destinataire change de comportement, que ce que mon système doit faire auprès du destinataire change, ça n'aura aucune conséquence sur le service de facturation ni sur le service de commande. Ce qu'on appelle le bounded context. Et après, pour communiquer entre eux, on va mettre ce qu'on appelle des anti-corruption layers en place. Et ça va nous permettre de veiller à ce que la donnée ne soit pas corrompue et ne soit pas transformée quand elle passe d'un domaine à l'autre. En résumé, le bounded context, ça nous permet d'avoir une isolation conceptuelle. On isole le concept au sein d'un même domaine, au sein d'une même équipe, et donc au sein d'un même package au sein du code. On a une indépendance, donc si le code est flexible, on peut tout à fait changer le comportement d'un des domaines ou d'un des éléments du domaine sans que ça impacte tout notre système. Chacun fait ce qu'il veut au sein de son équipe. Et puis on a une clarté des responsabilités, puisque chaque domaine va gérer les éléments clés qui le composent, comme ça l'arrange en fonction des règles métiers qui s'appliquent dans son équipe, et pas au sens global de l'entreprise. Du coup, ça va nous faire beaucoup d'informations quand on a un système complexe. Donc l'idée, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un context mapping. Le context mapping, il va nous permettre de déterminer comment est-ce que nos domaines communiquent ensemble, quels sont les moyens de communication qu'ils utilisent, et dans quelle direction est-ce qu'ils communiquent. Donc si par exemple, c'est un exemple, quand un client passe une commande, on va dire que la règle métier, c'est qu'au moment où je passe une commande, je vais avertir l'équipe de facturation pour qu'elle édite une facture. Une fois que l'équipe de facturation a édité une facture, je vais pouvoir engager ou déclencher la livraison, qui à son tour va informer la commande que la livraison a bien été effectuée. Ça, c'est l'équipe métier qui va nous dire voilà comment ça fonctionne. Concrètement, sur notre contexte mapping, on va retrouver ça. La commande est passée, elle avertit l'équipe de facturation en disant « Eh oh, il y a une commande qui a été passée, est-ce que tu peux me faire une facture ?» L'équipe de facturation va dire à la livraison « Trop cool, on vient d'être payé, est-ce que tu peux déclencher la livraison ?» Et une fois que la livraison est effectuée, on peut dire à la commande que la livraison a été effectuée. En résumé, le domaine Driven Design, ça permet de favoriser une collaboration forte entre les métiers et les développeurs, puisqu'on va parler la même langue et que chacun va pouvoir se comprendre, puisqu'on aura pris le temps de se mettre d'accord sur comment fonctionne le business et comment fonctionne l'entreprise. On améliore la communication grâce au langage commun, et puis on crée un système qui est aligné sur les besoins réels de l'entreprise, puisqu'on ne va pas chercher à contraindre le métier à la technique, mais on va chercher à créer la technique autour du métier. En résumé de résumé, le DDD, ça résout le fossé qu'on a entre la technique et le métier.
Domain Driven Design, je répète, mais c'est comprendre ce que l'entreprise fait et comment elle le fait. Et ça, c'est la toute première étape. Et ce qui m'amène au fait que je ne me suis pas encore présentée. Bon, je m'appelle Chloé Guilbault, je suis ingénieure logiciel conceptrice développeuse. Je fais la conception et du développement full stack, la chefferie de projet. Je propose aussi des formations en architecture logicielle, un petit peu comme celle-ci, mais au format beaucoup plus loin avec du code et de la pratique. Et puis, un de mes sujets favoris, c'est la productivité personnelle sans charge mentale. Je suis aussi membre des Duchesses France et cofondatrice du collectif de freelance iWeb. Chapitre 2. L'architecture hexagonale. Concrètement, pour implémenter le DDD, on va faire appel à un design pattern qui s'appelle l'architecture hexagonale. Et si vous êtes déjà intéressé à l'architecture logicielle, vous avez sûrement entendu parler de l'architecture 3 tiers. L'architecture 3 tiers, concrètement, c'est 3 couches d'application. On a d'abord la présentation. La présentation, c'est l'interface web, c'est ce avec quoi l'utilisateur va interagir. Ensuite, on a la logique applicative. La logique applicative, c'est la partie pensante, l'intelligence de notre application. Et enfin, on a la persistance de données qui va nous permettre d'enregistrer des données et de récupérer des données. Bon, le problème avec l'architecture 3 tiers, c'est que c'est très compliqué de découpler les dépendances qu'on va avoir entre les différentes couches. Concrètement, avec une architecture comme ça, c'est compliqué de garantir que dans la couche de présentation, on n'aura pas de logique métier ou de règles métiers qui vont transparaître et que la persistance des données va vraiment rester dans la persistance de données sans déborder sur la logique applicative. Pour éviter ça, on va mettre en place des interfaces et puis des injections de dépendance. Mais en fait, dans la pratique, sur des gros systèmes, ça ne suffit pas. L'idée de l'architecture hexagonale, c'est de venir isoler le métier de toutes les contraintes techniques. Donc on va modéliser le métier, on va modéliser nos commandes, nos chaussures et puis nos factures dans un domaine où on va vraiment venir modéliser le domaine de manière complètement isolée de la technique. Et donc on va avoir le domaine qu'on va représenter dans un hexagone et l'infrastructure à l'extérieur, tous les éléments techniques qui vont se retrouver à l'extérieur du domaine. Quand on parle d'architecture hexagonale, on parle aussi du design pattern port adaptateur. Le design pattern port adaptateur, c'est un concept qui a été modélisé par Alistair Cockburn, puisqu'il a remarqué qu'une application, quand elle interagit, que ce soit avec une API, donc une application extérieure entrante, ou une application sortante, une base de données, il y a peu de différence et les comportements sont plus ou moins les mêmes. Donc il a mis en place un pattern, un patron de conception, comme avec la robe tout à l'heure, un patron pour la couture, pour qu'on puisse faire ces interactions-là, donc quand on a une application entre les éléments entrants et les éléments sortants de manière commune. C'est un design pattern. Quand on parle d'architecture hexagonale, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le domaine ne dépend jamais de l'infrastructure, mais que l'infrastructure peut dépendre du domaine. C'est-à-dire que l'infrastructure comprend comment fonctionne le domaine, elle comprend comment est orchestrée la logique métier et le domaine métier. Mais par contre, le domaine ne sait pas comment fonctionne et quelles sont les technologies qui sont utilisées autour pour faire fonctionner le système. Donc on a 2 couches, le domaine et l'infra. Notre hexagone, on va le diviser en 2. On va avoir une partie entrante, souvent c'est une API ou une interface, qui va déclencher le domaine. C'est ce qu'on appelle l'input, l'entrant. Et en sortie, souvent ça va être de la persistance de données. Une base de données où on va enregistrer de l'information, récupérer de l'information. Et ça, c'est l'output, c'est la partie sortante de notre hexagone. On les appelle aussi le driven side et le driven side, puisque l'exécution va se faire de gauche, gauche à droite. Donc on a l'entrant qui va déclencher un comportement sur le système, et ensuite le système va déclencher un comportement sur une base de données. Donc l'entrant conduit, et le domaine conduit à son tour l'infra. Si on se concentre sur la partie output, la partie qui est conduite par l'hexagone, je vous disais tout à l'heure que le domaine est isolé de l'infra, donc le domaine ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, et en réalité s'en fiche de comment la donnée est persistée. Tout ce que le domaine va exposer, c'est de dire
Ouais, c'est ça l'idée, qu'on peut écrire dans un file system ou dans une base de données, vraiment le domaine n'en a rien à faire. Concrètement, ce que le domaine va dire, c'est moi j'ai besoin de lire de la donnée et j'ai besoin d'écrire. Pour dire ça, il va créer ce qu'on appelle un port. Concrètement, un port, c'est une interface. En Java, c'est comme une interface. En programmation d'un objet, c'est littéralement une interface. Et en face de cette interface-là, on va venir brancher un adaptateur. L'adaptateur, il va récupérer les éléments du domaine, il va implémenter la méthode lire et écrire, et il va transformer la donnée pour qu'elle puisse être enregistrée en base de données. Je vous donne un exemple de la réalité. Le concept de port adaptateur, c'est un petit peu comme votre ordinateur avec ses périphériques extérieurs. Sur votre ordinateur, vous avez un port USB. Le port USB, il définit comment est-ce qu'on va communiquer avec l'ordinateur, quel est le protocole à respecter, quelles sont les données qu'on peut échanger et comment est-ce qu'on discute. En face, vous avez vos adaptateurs, vos implémentations concrètes de l'interface. La clé USB, le clavier filaire, la souris. Donc l'ordinateur dit, moi j'ai un port USB et voilà comment tu peux communiquer avec moi et voilà quelles sont les données que tu peux faire transiter par ce port USB pour communiquer avec moi, mais concrètement je m'en fiche de ce que tu branches sur moi. Et à son tour, les périphériques vont venir implémenter l'interface qui est proposée, donc le port USB. Ça c'est génial parce que demain si je dis mon système il a besoin de lire et écrire, j'ai un adaptateur qui écrit par exemple en MongoDB, et puis que pour des raisons d'évolution de projet ou de business, on a de nouvelles contraintes techniques, et je vais pouvoir remplacer mon adaptateur par littéralement ce que je veux. Donc ça peut être un adaptateur par exemple qui va écrire en SQLite ou en Postgre. En tout cas, mon domaine n'en a rien à faire et ça va avoir aucune conséquence sur mon modèle métier, sur mes règles métiers, sur mon domaine métier. Ça c'est hyper important parce que ça veut dire qu'on a un découplage très important avec la technique et ça devient aussi très facile de tester notre système puisqu'il est complètement indépendant de la technologie autour. Et en entrée, Driven Side, même chose, on va pouvoir créer un port en disant voilà comment est-ce que tu peux m'appeler, comment est-ce que tu peux déclencher un comportement dans mon système, et en face on va brancher un adaptateur. C'est que concrètement demain, si mon système il est déclenché par une API ou par un site internet ou par une application mobile, mon domaine il ne va pas changer. C'est très pratique quand on sait à quel point la technologie évolue rapidement et comment nos contraintes aussi techniques évoluent rapidement. Pour tous les Sheldon dans la salle, qui se demandent depuis tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'on l'a appelé architecture hexagonale ? Et bien de tout ce que j'ai lu, il n'y a pas de raison particulière à avoir appelé ce pattern architecture hexagonale, autre que c'est une forme très pratique pour représenter de nombreuses entrées, de nombreuses sorties sur un système. Chapitre 3, enfin du code. On va passer à la pratique. Moi, je suis conceptrice développeuse, donc quand je reçois un cahier des charges, je suis là, trop bien, je vais pouvoir commencer à créer des entités. Donc là, pour ma boutique, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par créer un client, le concept de commande, et puis le concept de high shoes, concept de chaussures. Ça, c'est super bien parce qu'au début, je vais avoir un pic de performance, je vais commencer à produire beaucoup de valeur très vite. Mais très vite, je vais aussi déchanter. Parce que je vais me retrouver rapidement bloquée. Parce qu'en gros, j'aurais créé la partie technique avant d'avoir compris mon besoin, encore une fois. Et donc du coup, ma performance, elle va diminuer. Typiquement, c'est le moment où quand on est manager, on va demander au développeur de construire quelque chose, au product owner d'ailleurs, de construire quelque chose et qui va nous dire « c'est pas possible, le code il n'a pas été construit comme ça ». Mais ça, c'est parce qu'on est parti très vite et qu'on a directement commencé à construire et à concevoir les systèmes, enfin les éléments de la réalité pour l'ordinateur. Donc l'idée, ça va être de pouvoir créer un système qui permet de construire donc, de la technique autour du métier pour ne pas contraindre le métier à la technique. Encore une fois, on prend en compte la dimension business et comportementale de ce qu'on nous demande. Pour ça, on a un concept qui s'appelle les use cases, les cas d'utilisation client, les cas d'utilisation utilisateur. Et donc l'idée, ça va être de commencer à créer du code qui ne correspond que à des cas d'utilisation concrètes qu'on nous demande.
Petite astuce, si on crée du code qui ne correspond pas à un cas d'utilisation, on est en train, alors qu'on est en train de nous demander de créer un vélo, de créer une fusée. Une fusée, c'est super cool, mais ça coûte très cher à maintenir et ça coûte très cher aussi à créer. Donc le conseil, c'est de ne jamais, vraiment jamais créer de code qui ne correspond pas à un cas d'utilisation, à un cas que nos utilisateurs rencontrent. Pour faire ça dans le code, on a 7 concepts techniques importants à comprendre et à maîtriser. C'est des concepts qu'on a déjà vus à l'école souvent, mais l'idée là, c'est de réussir à faire en sorte que chaque concept, que chaque élément qu'on va créer soit responsable de son propre comportement pour préserver l'intégrité des données qu'on manipule. Le premier concept, c'est les value objects. Ensuite, on a les entités, les aggregate routes, les services, la commande query, repository et un cœur. Ouais, ça va bien se passer. Le premier élément, c'est les value objects. Un value object, c'est un élément qui est défini par une égalité sur sa valeur. Il n'a pas de cycle de vie, il est immutable, ça veut dire qu'on ne peut pas changer la valeur de ces données. Exemple concret, une couleur qui est définie en RGB. Ce rose-là, il est défini par 3 attributs, rouge, vert et bleu. Si je vous demande si ces 2 objets sont égaux, la réponse est oui, parce qu'ils sont définis sur une égalité de valeur et tous leurs attributs ont la même valeur. Quand on va créer une couleur qui est définie par un RGB, puisque je vous ai dit que chaque entité, que chaque élément est responsable du comportement qu'on cherche à lui assigner au sein d'un système, donc du comportement métier qu'on lui demande, et bien quand je vais créer une couleur, l'idée c'est que l'objet puisse vérifier par lui-même que le bleu, par exemple, est supérieur à 0, puisque quand on fait du RGB, on sait que toutes les valeurs d'attributs sont positifs. Chaque type d'objet est garant de l'intégrité de la donnée, c'est à lui de vérifier que la donnée qui est fournie correspond aux règles métiers et aux besoins du business. Le deuxième concept, du coup, c'est les entités, qui ont une égalité sur leur identité. Un cycle de vie, ils sont mutables, on peut changer la valeur de leurs attributs. Concrètement, si j'ai 2 entités clients, donc j'ai 2 Sheldon Cooper, si je vous demande si ces 2 clients sont les mêmes, est-ce que c'est la même personne, la réponse est non. Je peux avoir 2 personnes qui s'appellent pareil, mais c'est pas pour ça que c'est les mêmes personnes. Et donc souvent, on va leur attribuer un identifiant pour permettre de les identifier de manière unique. Ça, c'est ce qu'on appelle les entités. Si maintenant je veux modéliser high shoes, une high shoes, le concept de la chaussure. Bon, bah, si j'ai 2 paires de chaussures, c'est pas les mêmes. On n'a pas une égalité sur la valeur, on a une égalité sur, comme ici, sur leur identité. Donc concrètement, mes choses dans mon code, ça va être une entité. La contrainte métier qu'on m'a exprimée, c'est que la taille des chaussures doit toujours être un nombre complet ou une demi-pointure. Et donc c'est directement au moment de la construction de notre objet qu'on va vérifier qu'on a bien une demi-pointure. De cette manière, à chaque fois que je crée une chaussure dans mon système, je suis sûre qu'elle respecte les règles métiers. Troisième concept, c'est les aggregate routes. Les aggregate routes, c'est quand on a des entités ou des objets de valeur qui ne peuvent pas fonctionner tout seuls, et donc ils vont avoir un comportement où ils vont fonctionner ensemble. Bon, exemple concret. La commande. Une commande n'a pas de sens d'exister si elle n'a pas un client, un produit et une destination où envoyer la commande, ou alors une adresse de facturation. Donc l'idée, ça va être de créer un aggregate route, un objet qui est un agrégat, et ça va être une porte d'entrée vers les entités. L'entité racine protège le reste de l'agrégat et son intégrité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une action sur ma commande, mon objet commande est capable de vérifier que cette action respecte les règles métiers et va appliquer les règles métiers qui lui sont propres. Ça, c'est génial parce que ça va nous permettre de persister la donnée en base, telle qu'elle, et donc d'avoir une intégrité de données très propre. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle la transactional boundary, donc que chaque fois qu'on modifie un agrégat, on peut le persister en base de données telle qu'elle, et chaque fois qu'on sort un agrégat de base de données, on peut l'afficher tel quel. Et ça permet aussi de garantir les business invariants, donc ça veut dire que le comportement de ma commande correspond aux règles métiers. Par exemple, sur une facturation, si j'ai un aggregate route qui s'appelle facturation, une ligne de facturation n'a pas de sens d'exister si elle n'est pas liée à une facturation. Ouais, c'est ça. Le business invariant, c'est le fait de pouvoir garantir ça. Quatrième concept, c'est les services de domaine, les services d'application. Le service permet de fournir des opérations de logique métier. Et souvent, on n'a pas d'état sur les services.
On pourrait imaginer un service qui permet de vérifier si un client est fidèle. Si le client est fidèle, on applique une remise de 10%. Pour faire ça, on doit faire appel à différents éléments de notre système, et donc on va créer un service qui va être spécialisé dans l'application de remises promotionnelles. Donc si on reprend notre hexagone, on a au centre notre modèle. Autour, on va avoir les services de domaine. Donc c'est des services qui vont nous permettre d'appliquer des règles métiers sur plusieurs éléments du système. Et ensuite, on a les services d'application. Les services d'application, ils vont coordonner tout. Donc le modèle, les services de domaine, ils vont faire appel au port qu'on a en entrée et en sortie. Concrètement, notre service de calcul de la remise client, en fait, ça va juste être un service, donc on n'a pas d'état. On récupère le prix total de la commande, le client, et on calcule quelle est la remise, et donc le prix qui doit être affiché sur la commande. Et sixième concept, les cas d'utilisation. En fait, on a deux cas d'utilisation. On a le cas où on passe une commande au système et le cas où on fait une demande au système, donc commande query, c'est ce qu'on appelle aussi le pattern commande query. L'idée, c'est que la commande, elle permet d'écrire ou de mettre à jour la donnée, donc d'agir sur le système, alors que la query, elle permet juste de lire dans le système. La query, elle va permettre de prendre une information, de l'afficher à l'utilisateur pour qu'il puisse prendre une décision sur ce qu'il veut faire sur le système. À partir de là, il va pouvoir exprimer une intention qu'il va exprimer sous forme de commande au système. Et concrètement, la commande, c'est juste un DTO. On a toutes les informations dont on a besoin pour réaliser l'intention de l'utilisateur, et c'est tout. Donc ici, enregistrer une commande, il y a une commande qui a été passée, je demande à mon système de l'enregistrer. Je retrouve l'identifiant du client et la chaussure qu'il souhaite commander. C'est tout. Ça va être fourni à notre système après, avec les handlers, qui va permettre d'orchestrer le métier. Donc en face de mes cas d'utilisation, commande ou query, je vais me retrouver avec un handler qui à son tour va écrire dans un repository qui lui va être responsable de persister en base de données. Concrètement, mon repository, en fait, c'est deux choses. C'est mon port, donc l'expression de ce que mon utilisateur, de ce que mon système a besoin, et en face, l'implémentation concrète technique. Ça ressemble à ça. Mon repo, il est là. C'est un port, et concrètement, c'est une interface qui dit j'ai besoin d'écrire et de lire. Et voilà une interface HighShoesRepository qui permet de récupérer une chaussure en base de données. En face de mon port, donc de mon HighShoesRepository, je vais brancher un adaptateur qui va être l'implémentation concrète de mon interface. Pour simplifier l'exemple, j'ai décidé d'écrire dans une mémoire. C'est une liste simple, c'est une HMAP ici. Et voilà, une implémentation concrète de mon HighShoesRepository. Et puis, ici, on a l'implémentation concrète de ce que nous demande l'interface, à savoir récupérer une chaussure. Et en entrée, même chose, on va créer un port. Et ce port-là, ça va être un use case qui va récupérer en entrée, du coup, notre commande. Donc on retrouve ici le handler, donc le use case, à savoir enregistrer une commande, le handler qui récupère le DTO de commande, et puis ensuite qui exécute ce qu'on a besoin qu'il fasse. Et en face de ce use case, on va brancher un adaptateur. Cet adaptateur, souvent on l'appelle le contrôleur, et donc c'est une implémentation concrète de notre interface, de notre port en entrée. L'order controller, donc là ici c'est une requête HTTP, ou HTTPS, HTTP. On va venir fournir les paramètres pour réaliser la commande. On appelle notre use case, le handler, avec la commande ici, le DTO, les informations pour réaliser l'intention, et on exécute. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez sûrement remarqué qu'il y a une petite erreur qui se balade. Il y a un petit throw exception. Je trouve que c'est un bon exemple de regarder les erreurs parce que ça nous permet de comprendre comment est-ce que cette architecture permet de découper les responsabilités. Donc on a notre utilisateur qui exprime une intention. Cette intention-là, elle est traitée par le contrôleur de notre adaptateur qu'on avait en entrée. Il fait appel au handler, qui fait appel au repository, qui fait appel à l'implémentation concrète de ce repository, à savoir persister en base de données sur une HMAP, qui va nous retourner une iShoes. Mais si ça se passe mal, si on nous a demandé une iShoes ou une référence de chaussure et que cette référence-là n'existe pas en base de données, il y a une erreur qui va être remontée.
Cette erreur, elle va transiter donc de la mémoire au repository et au handler. Donc là, quand on est dans le handler, on est déjà dans le domaine. Et ensuite, cette erreur va remonter auprès du contrôleur, qui là, le contrôleur va transformer l'erreur en erreur utilisateur. Ce qu'il faut comprendre de cette slide-là, c'est qu'ici, on a une erreur domaine, on a une erreur métier, à savoir, cette chaussure n'existe pas, ou en tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Mais c'est la responsabilité ensuite du contrôleur de transformer l'information en erreur qui est compréhensible par l'utilisateur au moment de la présentation de l'erreur. Donc dans le domaine ne devrait même pas comprendre ce qu'il est en train de faire concrètement. Il ne devrait pas être capable de savoir quelle est l'erreur qui va être affichée à mon utilisateur. Si on n'a pas ça, on va au-devant d'énormes problèmes, puisque ça veut dire qu'on a un couplage fort à la persistance, et donc que notre domaine est au courant de comment fonctionne la base de données, ou est au courant de la technologie qui est utilisée pour la base de données. Et du coup, le jour où il faut changer de base de données, où il faut changer de technologie, et ben ça va être très compliqué parce que tout est imbriqué, tout est couplé, et tout est lié. Est-ce que vous êtes demandé si un hexagone, donc si à la sortie d'un hexagone, on peut la brancher sur l'entrée d'un autre hexagone? La réponse est oui. On peut brancher un hexagone sur un autre, on peut brancher des sorties sur des entrées, et on peut faire des choses très grandes. Mais pour faire ça, il faut comprendre le concept de domain events, et ça, ce sera pour une autre fois. En attendant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un produit techniquement robuste, c'est un produit qui est capable d'évoluer rapidement et où on ne perd pas de temps sur les bugs. Comme tout est découpé, comme tout est isolé, c'est très facile à tester. Et en plus, on peut tester facilement les ports et les adaptateurs. Donc sur un port d'entrée, par exemple, on peut très facilement moquer une commande pour pouvoir simuler un comportement et vérifier que le système fait bien ce qu'on souhaite avec l'intention de l'utilisateur. On a une communication simplifiée puisqu'on a un langage commun avec l'équipe technique, donc on réduit les allers-retours. On a un produit qui est aligné et évolutif, puisqu'il est fidèle aux besoins métiers, capable de s'adapter aux besoins changeants, que ce soit d'un point de vue métier ou d'un point de vue technique, puisque le domaine est garant à lui seul du comportement du système, des règles métiers et du domaine métier. Si on est développeur, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le domaine Driven Design, ça commence par bien comprendre le métier, pour créer un code maintenable, évolutif, testable et lisible, et donc facile à transmettre à nos pairs. On a moins de charge mentale, merci, puisqu'on a une application plus simple à maintenir et à faire évoluer. On a une testabilité renforcée, puisqu'on peut tester facilement chaque partie, puisqu'on retient que chaque sous-domaine est indépendant des autres et qu'un changement dans un sous-domaine n'a aucun impact sur les autres sous-domaines. On a une meilleure compréhension du métier, et donc les applications sont plus pérennes et les collaborations entre les différentes équipes techniques et métiers sont fluidifiées. On a vu beaucoup de concepts techniques, architecture hexagonale, port adaptateur, command query, value object, entity, aggregate, service, service d'application, service de domaine. Bon, j'avoue que ça fait beaucoup. Et c'est là que vient le petit cadeau. Je vous invite à sortir vos téléphones parce que je pense que ça va aller très vite. Premier QR code que je vous propose de scanner, c'est pour récupérer votre cadeau. Concrètement, c'est une fiche pratique où vous allez retrouver toutes les informations, toutes les notions qu'on a vues aujourd'hui avec des petits résumés et des petits exemples. Et puis un repo guide qui va vous permettre de passer à la pratique et de mettre les mains dans le code. Quand vous arrivez sur le site internet, vous allez voir qu'il y a un petit formulaire où je vous demande nom, prénom et adresse mail. C'est simplement pour que je puisse tout vous envoyer à un seul et même endroit, donc par mail. Évidemment, à la fin du mail que vous allez recevoir, il y aura un énorme bouton pour vous désabonner. En tout cas, sachez que je travaille sur la vulgarisation de concepts poussés, adressés surtout aux personnes qui sont issues de reconversion professionnelle. Je ne sais pas encore quel sera le projet, mais si vous voulez avoir l'information, ça se passera dans vos mails. Préparer une conf comme celle-ci, ça demande beaucoup de travail. Si vous voulez me remercier, je suis très friande des avis parce que je fais ça pour pouvoir progresser. Et donc sans vos avis, c'est difficile de progresser. Donc merci si vous avez le temps de me laisser un petit avis. Merci pour votre attention. J'ai fini. Vous retrouvez en tout cas mon LinkedIn ici, le petit QR code pour laisser un avis, merci, et puis votre petit cadeau sur le dernier QR code.